Donc, la Gemara nous rapporte, on est dans Brachot Daftet Amoud Aleph, 3 lignes avant la fin. La Gemara nous rapporte, Julien, après tu dis qu'on parle entre nous. Daberna Beozne Aram. Alors, ce pasouk-là, où est-ce qu'il se situe? Donc, il se situe, on est donc juste avant, on est dans Parashat Bo, juste avant. Ouais. On est dans Parashat Bo, juste avant le chapitre qui nous parle à Chodesh Hazel Lachem, etc., ouais, qui nous présente le Korban Pessar qu'il faut faire jusqu'à Chatzot ou plus. Et il y a marqué Daberna beozne ha'am veishalu ish met re'eu veisha met re'uta reuta. Non, c'est la révolution là aujourd'hui. Kle kesef ve kle zahav. Mais il arrive Lévin pour calmer tout le monde là. Donc kli kesef ou kli zahav. Ouais, Moshe, il a dit Daberna, Hachem, il a dit à Moshe, Daberna beozne ha'am. Parle, s'il te plaît, dans les oreilles du peuple. Mais Ishalou, et qu'il demande. L'homme, tu sais, c'est comme un Pourim. L'homme, il demande à l'homme, et la femme, elle demande à la femme. Comme les Mishloach Manot. Ouais. Ish, Medre ou Veisha, Medre Auta. L'homme à l'homme et la femme à la femme. Quand est-ce qu'ils ont demandé, Bémet? Alors, il y a une réponse classique fausse, donc David, je te laisse déjà la parole. Quand est-ce qu'ils ont demandé alors, quand est-ce qu'ils ont demandé d'emprunter les Kélim? J'aurais dit pendant la marquette prochaine. Voilà, ça c'est la réponse fausse, ouais, donc chacun son privilège. Et en vérité, c'est quand qu'ils ont demandé les Kélim? À la sortie d'Égypte. Ouais, mais non, mais là, on n'a pas, on en a vu pendant la maquette. Belle correction, David, incorruptible. Oui, belle correction, c'est-à-dire ils ont l'acheté. Faire plaisir en disant la mauvaise réponse. Voilà, merci David. Mais sans te demander déjà, Baruch Hashem, tu as de bons réflexes d'habitude. Vous connaissez l'histoire. Donc, et alors à quel moment ils ont demandé précisément? À quelle heure, Léon? Donc, très, très. T'as dans les montres. Du Ravenutam ou. Il n'y a pas d'Amoud Hachachar du Ravenutam. C'est le truc où il n'a rien dit, Ravenutam. On va sortir, mais quand? Le matin, le soir, l'après-midi. Après Makat Bechorot, avant Makat Bechorot. Après Makat. Alors, ils sont pas partis dans la précipitation, alors. D'abord, ils ont dû ramasser les kélim. Donc, Hachem, il dit, voilà, mangez, préparez-vous à sortir, et quand on sortir, on peut sortir. Ah non. D'abord, vous allez demander les kélim. Daberna, s'il te plaît. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas demandé en précipitation. C'est-à-dire, ils ont tellement été précipités pour demander les kélim, ou à droite, à gauche, etc., qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, malgré tout. C'est-à-dire, quand ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, ce n'est pas qu'ils sont sortis à Amoud Hachachar, ils sont sortis à Chatzotayom. Mais les préparatifs de demander les kélim, etc., ça a pris tellement de temps que quand ils ont dit, bon, maintenant on va faire à manger, non, il n'y a plus le temps. Comme ça, il n'y a plus le temps. Non, il n'y a plus le temps. Tu comprends l'histoire, Marco, ou pas? C'est clair, l'histoire? Ah, t'étais où? Ouais? T'étais pas là. Ouais, j'ai vu un fantôme qui plane au-dessus de toi. Ouais. Donc, on reprend. Pendant la nuit, donc, à Chatzot, qu'est-ce qu'il y a eu, Marco, à Chatzot? D'après tout le monde, la Makat Bechorot était à Chatzot? Ça, on est content il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord. Ouais. Maintenant, il y a une maroquette qu'ils ont commencé. Est-ce qu'ils ont continué à manger du Korban Pessar ou pas? Ouais, ça on sait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot? Ils sont sortis de leur maison pour chercher les Kélim, David? Ils sont sortis de leur maison pour chercher les Kélim, David?
Attends, d'abord, je laisse David, chacun sa place ici. Ouais. Donc, alors, écris sur ton cahier. Voilà, écoute bien. Mais c'est comme la finale de mondial, tu t'en rappelles de tous les détails pourtant. Donc, il y a marqué dans la Torah Lotetse, Mipetar Beto, Ad Boker. Lotetse, Lotetse, on copiera 100 fois pour demain. Lotetse, ne sortez pas, ouais. Mipetar Beto, du pan de votre porte, Ad Boker jusqu'au matin. Donc, ils ne sortent pas, ils sont bloqués chez eux. Ils sont bloqués chez eux. Ou dans l'impatience de sortir, ou dans la pressade des Égyptiens qui sortent, mais ils sont bloqués chez eux. Les Égyptiens, déjà, à Khatsod, ils sortaient. On ne peut pas, on n'a pas le droit de sortir. Puni. Ouais, c'est jusqu'à Khatsod. Vous ne sortez pas de chez vous? À partir de quand? De la nuit. À partir du début de la nuit, de toute façon. À partir du début de la nuit, ils étaient chez eux. Mais le ridouche, c'est à Khatsod que les Égyptiens leur disent sortez, ils ne sortent pas quand même. Ah, tu n'étais pas là la semaine dernière? On a vu que tout le monde est d'accord que la Géoula est arrivée à Khatsot. Tout le monde est d'accord qu'ils ont obtenu la permission de sortir à Khatsot. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Ben, comment il est marqué? Bayom. Il est marqué. Kol modim shenigalu Israël negalu et là-bas erev. Shiatsu et Bayom. Baboker serait embêtant, d'accord, Julien? C'est pas marqué Yatsu Baboker. Bayom. C'est un autre midrash qui dit Baetsem ayom azeh. Beitsumo shel yom. Yatsu bene Israël beetsem ayom azeh. Chaim, ils nous apprennent, c'était lorsque le soleil est au-dessus de la tête des gens. Pas comme des voleurs. On voyait bien que c'est nous qui sortions. On a bien vu que les Égyptiens nous ont vu sortir et qu'ils n'ont rien pu faire. Non, c'est pas le net. À midi. Oui, ouais. Pourquoi le net? C'est fini le net. On a fini à ce gars du net. Ouais. Le jour. On va mettre le net partout maintenant. C'est quoi chez nous? Chez nous, le jour commence le matin. Chez nous, le jour commence le matin. La journée. La journée commence le matin. La date commence la veille, mais la journée commence le matin. Je ne prends pas un café, moi, à la shkia. Je prends un café quand je me réveille. La journée commence le matin. Chez nous aussi. La preuve, c'est les corbanotes. On commence les corbanotes le matin. Et se terminent les corbanotes du jour la nuit. Chez nous, la journée se commence le matin. La date commence le soir. Mais la journée, on est des gens normaux, ça commence le matin. On est des gens tout à fait normaux. Il faut être fou pour croire que la journée commence le soir. La journée d'un homme commence le matin. On n'est pas fou quand même. Mais la date commence le soir. Le changement de date commence le soir. Mais le vécu de la journée, Mitiken Shacharit, qui s'est institué à Tfilat Shacharit? Abraham. Ah, il n'a pas institué Arvit. Ça commence le matin, la journée. Mincha, Yitzhak, Arvit. Par rapport au Korbanot, ça commence que le matin. La preuve, c'est que les Korbanot, tu n'as pas eu le temps de consommer, tu les consommes ceux du jour, la nuit. La nuit. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais juste pour remettre les pendules à l'heure. Ouais, c'est pour ça que la Gemara, au début de Brachot, elle a dit pourquoi on commence par Arvit? Je comprends pas la question, Birchal. La Gemara dit pourquoi on commence par Arvit? On devrait commencer par Shacharit. C'est quoi la question, Birchal? D'après là, il n'y a pas de question. Maintenant qu'on commence par Arvit, c'est le début de la journée. La Gemara demande pourquoi on commence par Arvit. Il y a Kriyat Shema du matin et Kriyat Shema du soir. Pourquoi on commence par Kriyat Shema du soir? C'est quoi la question? D'après Léon, il n'y a pas de question. C'est l'ordre. Une journée commence le soir. On est un peuple nocturne. Ouais. Deux réponses, Marco. Qu'est-ce qu'elle dit, Agmara? Deux réponses. Voilà. Donc ça, c'est une réponse. Ce n'est pas une question, c'est une réponse. Comme dans la Torah,
La Torah, quand le monde a été créé, Hachem a créé d'abord le soir et après le matin. D'accord? Alors, pour respecter l'ordre de la Torah, on a repris l'ordre, on a commencé par Kriyat Shema du soir et Kriyat Shema du matin. D'accord? Deuxième réponse, Aurel. Dommage, fallait le dire. On ne croit même, on te croit même plus. Mais oui, mais c'est après coup, ça marche plus. Fallait appuyer sur le bumper, hein, au bon moment. Parce que par rapport au Kriyat Shema, il y a marqué V'shorbecha uvkomecha, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. C'est une sheila, quand on commence à se coucher. On commence à se coucher. Ah, la journée, elle commence bien. Allez, viens, on va dormir. Ouais, on commence à se coucher. Mais en tout cas, hein, tu dis, ah, t'as vu, Raph, ça commence la nuit, la journée. Non, tu vois bien, si c'était pas shoot, ça commence la nuit, on ne va pas poser la question. Et là-bas, je crois que le Tosfot Harosh, il dit, c'est quoi la question? Parce que tu vois bien que dans les corbanotes, ouais, on va d'après le jour et ensuite la nuit. Donc, il y a un ordre du jour et de la nuit. Derech haolam, c'est du jour et de la nuit, on voit ça dans les corbanotes. Je crois que le Roche, il rapporte la preuve des corbanotes. Donc, il faut comprendre la question. Donc, c'est-à-dire que pour ça, ça commence comme ça, et pour ça, ça commence comme ça. C'est pas tout, d'après nous, tout commence le. D'accord? Très, très bien. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais on reprend, oui. Donc, on a dit la sortie physique, elle était à Hatzot, mais en attendant, hein, toute cette belle matinée du 15, ouais, le lendemain matin du Saider, de l'Ela Saider, on a cherché un petit peu chez les Égyptiens leurs objets précieux. Clé Kesef ou clé Zahav. Alors, le problème de l'Agmara, c'est pourquoi marqué Na. Daber Na. C'est-à-dire quoi Na, Marco? Voilà. Alors pourquoi Hachem il a dû insister? Il ne voulait pas retourner. Il s'est retourné, on est encore en Égypte, il s'est retourné. Il ne voulait pas rentrer dans les maisons, ils avaient peur de. Ils voulaient partir. Pressé de partir. Très très bien. Alors elle dit la Gemara, Enna et la Lachon Bakasha. Na, c'est comme vous avez dit, c'est Bakasha. C'est Hachem insiste, s'il vous plaît. Amarle Akadosh Baruch Hu, les Moshe. Il a dit alors Akab, tu as vu Akaba? Akaba, tu connais l'Akaba? Voilà, alors Akaba, c'est Akadosh Baruch Hu. Regarde Léon, regarde donc du côté ivrite, ça va t'aider pour tes vieux jours. Ouais? Akaba. Deuxième ligne avant la fin. Enna et Lachon Bakasha, Amarle Akaba. Akadosh Baruch Hu. Les Moshe. Bevakasha Mimcha Lech. Ve'emor lahem le Israël. Bevakasha Michem. Va et dis aux Juifs, aux Israël, s'il vous plaît, Sha'alou, Mimitzraim, Kle Chesed et Kle Zahav. Shelo Yomar. Pour que ne dise, on tourne maintenant, on tourne. Shelo Yomar Oto Tzadik. Rachid dit Avraham. Je ne sais pas pourquoi Hachem il se parle comme ça, Oto Tzadik. Shelo Yomar Oto Tzadik. Et pourquoi il appelle Oto Tzadik? Chez Breslev, tout le monde s'appelle Tzadik. Tzadik. Ouais. Mais Hachem, il n'est pas Breslev. Ouais. Pourquoi il appelait Avraham Oto Tzadik? Ah. Merci David. J'ai oublié de te demander. Non, les références qu'on a, c'est Yosef. Nachon. Avraham Avinu. Non. Avraham Tzadik. Et Yosef Avinu. Alors regarde. Ve'ivdum. Ve'inu Otam. En quoi il est lié, Léon, en quoi il est lié Avraham Avinu avec cette histoire de demander les ustensiles, les objets précieux avant de partir? Pourquoi? Chazak. Ça s'appelle la Brit Ben Abé Tarim. C'est pas Kikara Tarim, c'est Brit Ben Abé Tarim. Ouais. Tu te rappelles, Marco, la Brit Ben Abé Tarim?
C'était jeune à l'époque. C'est quoi Brit Milah? C'est l'alliance des morceaux. Où Hachem, il a dit à Abraham, voilà, je vais te raconter un truc très sympa. Et il a fait à Hachem, il a dévoilé à Abraham Avinu la suite des événements. Que, effectivement, tu auras une descendance, et ça, il a cru. Et après, il dit, voilà, bah, cette terre-là aussi. Il a dit, ah, mais comment je vais savoir? Il dit, alors, vas-y, prends des corbanotes, Il a coupé en deux, il y a eu du feu, il y a un vautour qui est venu, toutes sortes de symboliques que Rachi et Chazal nous expliquent sur ces corbanotes et sur ce qui s'est passé autour de ces corbanotes. Et après, les propos même d'Akadosh Baruch Hu étaient de dire, voilà, ta descendance, ils seront donc étrangers et dans une terre étrangère, et ils vont souffrir, ils vont être esclavagés. Et donc, il est marqué 400 ans. Et après, ils vont sortir Berechouch Gadol. Betsu Berechouch Gadol. Alors, on pourrait se demander, ouais, Bichlal, c'est-à-dire là-bas, au sujet de la Brit Ben Etarim, ici, lorsque Moshe parle au Bnei Israël avant de sortir, ouais, à 2 reprises, il leur rappelle l'histoire de prendre les Kelim. Ouais. Pourquoi c'est tellement important cette histoire-là? Pourquoi c'est tellement important? Hachem il aurait pu dire, voilà, bah, vous allez aller 400 ans d'Égypte et vous allez sortir. Et je vous amener dans cette terre-là. Pourquoi ce passage-là de Rechouch Gadol est tellement important que c'est le seul détail que Hachem a annoncé à Abraham Avinu? Il n'a pas parlé l'autre Makat Bechorot, il n'a pas parlé attends, il n'y a pas un rouage là? Ah, presque. Presque un rouage. Là, il est dedans. Où ça? Comment tu sais? Je sais pas. Bon, je pense que Il l'avait mis ici. c'est quoi? C'est quel chapitre? Dans Bereshit, c'est Tetvav, je ne me rappelle plus. C'est où dans Brit Ben Etarim? C'est Tetvav? Bereshit. C'est ça, c'est Tetvav. Tetvav dans Brit Ben Etarim. Merci David. Thierry. Derrière vous. Non, je vais le faire après. C'est trop facile. Alors, je vais te lire le 11 que Hachem il a dit à Abraham Avinu. Là, je suis en train de mettre en place une question. Vayomer le Avram Yadoa Teda ki guerrier Zaracha Bereto Lahem. Sache que étranger sera ta semence dans une terre qui n'est pas à eux. Ve'avadoum, et ils vont se faire esclavager. Ve'inu otam, et ils vont les faire souffrir. Arba meotchana. Vega metagoy asher ya avodu dananochi. Et également le peuple qui vont les faire travailler dananochi, je les juge. Ve'acharechen yetzeu birchush gadol. Et après, ils vont sortir avec beaucoup de possessions. Alors, tu vois, la prophétie, elle est très, très, très restreinte au niveau des informations. On parle maintenant, on ne sera pas dans notre terre et on sera donc étranger, et esclave, souffrir, 400 ans. Le peuple qui va nous faire ça va être puni et on va sortir Berechouch Gadol. Pourquoi c'est tellement important? Hachem ne s'est pas parlé de Berechouch Gadol, ça aurait été possible. Parce qu'il a rien raconté sur ni le pays et ni Makat Bechorot, et ni qu'ils vont faire un korban. Il y aurait pu être d'autres détails, ouais. Et qu'une partie vont mourir dans Rocher, qu'une partie des Égyptiens vont se convertir. Je sais pas, moi, il y a plein de choses qui sont passées lors de la sortie d'Égypte. Ce truc de Berechouch Gadol, c'est tellement important. Dans le désert, on n'aura rien du tout. Dans nos pays, on n'a pas. Ah ouais, c'est vrai que les pierres d'or au chocolat, ça aide dans le désert. Mais les pierres d'or tout seul dans le désert, on crève de faim. On est sorti, on n'a pas eu le temps de manger, mais qu'est-ce qu'on est riche. C'est comme Rothschild qui est mort dans sa chambre forte. Qu'est-ce qu'il était content d'avoir tous ces billets. Quand on sort dans le désert, c'est vraiment pas ce qu'il y a besoin des bijoux. A priori. Ah, les mecs vont se trouver 400 ans. Ah, avoir de l'argent, c'est bien.
De là, ça va, comment dirais-je, ça renforce l'opinion qui dit que les Juifs sont très matérialistes. Ouais. Il a fait une promesse, il la tient. Non, t'es pas avec moi là. Je dis pourquoi il fait une telle promesse? Toi, tu es après coup, toi. La Gemara dit pour pas que Otto Tzadik Avram Avinu de quoi, tu as accompli cette partie et pas cette partie. Alors moi, je reviens à la source. Pourquoi Hachem il a promis les deux? C'est tellement important, Refush Gadol. Je reviens à la source. Il dit c'est vrai, Hachem il l'a promis. Donc s'il a promis, il doit le faire. Mais pourquoi il a promis ça? C'est tellement important, Refush Gadol, que la Torah en parle plusieurs fois. Et que c'est un des seuls éléments qui figure au sujet de la prophétie qu'Avram Avinu a eue. Alors le consoler, bon, c'est un peu matérialiste comme regard. C'est pas faux, mais je dirais que si je veux être gentil, c'est pas très précis comme justice. Justice. Chazak. Ça, c'est une première idée. Chazak, très intéressant. Notion de justice. Hein? Et ça peut rentrer dans le pshat, ça, parce que tu as marqué. Ça peut rentrer dans le pshat parce qu'il est marqué Vegam et Tagoy, Haché Yavodou, Dan Anochi, Vacharechen Yetziu Berichush Gadol. Donc, ça peut rentrer dans le pshat. Ce peuple-là, je vais le juger, et après, ils vont sortir Berichush Gadol. Donc, ça peut rentrer dans le pshat. Tu es d'accord, Aurel, ou pas? Tu as compris ce qu'a dit Maître Baruch? C'est la justice. Il va être jugé, donc ils vont sortir Berichush Gadol. Il faut bien être payé pour toutes ces années de travail. Comment? Une réflexion que s'il est déjà libre, donc il leur fait une punition pour le faire ressortir le nouveau, c'est peut-être ressortir agrandi, quoi. Ça veut ressortir plus malin, plus grand, plus de richesse. Peut-être la tête haute. Tirant de ça, mieux que ce qu'ils sont rentrés. Khazak. C'est une série de cours que j'avais fait sur ça. Je suis content que quelqu'un s'en rappelle. Ouais. Ils sortent la tête haute, voilà. Non, c'est pas la tête haute du tout. C'est pas du tout la tête haute. C'est pas du tout ça l'idée que Julien est en train de dire. C'est très intéressant ce que tu dis, David, mais c'est pas du tout ça qu'il dit Julien. Voilà. Donc, David, on te laissera ton temps de parole plus tard pour nous rappeler les erreurs connues. Mais Julien veut dire une idée comme ça qu'on avait développée c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus quand est-ce. Donc on a voulu expliquer c'est quoi. Par rapport, tu te rappelles, on a expliqué comme ça le Maror. Avec cette idée-là, on a expliqué le Maror. David voulait qu'on parle un peu de Pessah. Avec cette idée-là, on a expliqué le Maror. Parce que le Maror, on prend une salade qui est amère, Marco, ou pas? Non, elle n'est pas amère. Elle n'est pas amère. Bon, c'est spécial, les Ashkenazim. C'est amer, non? Mais ils n'avaient pas autre chose. Il n'y a aucune marloquette dans la halacha que la chassa, c'est les chatrila. Il n'y a pas de marloquette. D'accord? Dans les Ashkenazim, Mikoach Haminag, qu'ils n'avaient pas de chassa. Dans ces pays froids, il n'y a pas de chassa. Il fait trop froid. Ouais? Donc, ils ont pris une des espèces de maror, ouais, qui est donc du radis de cheval. Ouais? Et donc, ouais, c'est du radis, j'espère, horseradish. C'est du radis de cheval. D'ailleurs, les chevaux sont jaloux. Ils pensaient qu'il n'y avait que eux qui mangeaient ça. Et les chevaux sont très jaloux du coup. Ouais. Non, c'est pas le choix. Et donc, il dit pour énerver sous Sparrow, il mange ça aussi à Pessah. Donc, mais au niveau de la halacha, tout le monde est d'accord, ouais, que les chatrila, c'est chassa. Ce qu'on appelle chazeret. Tout le monde est d'accord que c'est chassa. Et un ashkenaz qui se respecte mange également de la chassa. D'accord ou pas? C'est le lechatrila. En France, par exemple, les gens qui ne savaient pas faire les bdikot, on leur conseille à prendre des endives, qui sont amères et qui font partie de la liste du maror. Mais ce n'est pas lechatrila. Le lechatrila, c'est chazeret. Donc les rishonim eux-mêmes demandent la question, le ritva, j'avais cité le ritva à l'époque, pas d'autres, mais ce n'est pas amer. C'est que, voilà, exactement, ça le devient. Ça le devient. Ça le devient. C'est-à-dire que
une des explications sur le maror, c'est que quand tu as les salades vertes qu'on a, elles sont jeunes. Elles sont très jeunes. Elles sont, plus tu vois la salade verte, elle est verte, et plus elle est amère. Plus elle est blanche, plus elle est douce. Vous avez remarqué ou pas? Il y a des laitues, les laitues qu'on achète nous en Israël, elles sont souvent très très blanches. En France, des fois, il y a des laitues plus vertes. Elles sont plus amères. Elles sont plus amères. Et c'est les mêmes, en vérité. Bon, ça peut être des différentes espèces très proches, mais plus tu laisses dans le sol, et plus ça devient vert, et plus ça devient vert, plus c'est amer. C'est une espèce amère quand tu la laisses dans le sol. Alors, pourquoi on prend une espèce qui est douce, mais que si, potentiellement, si on l'avait laissée dans le sol, elle aurait été amère? C'est bizarre. On ne ressent pas le goût de l'amertume. On ressent uniquement le goût de l'amertume avec le msuki. Voilà. Donc, quand on nous parle de son msuki, on dirait tes salades. Alors, qu'est-ce que tu dis, Léon? Rien. Tu laisses à David son privilège. C'est une image qu'on veut donner. On distribue les images. Non, mais par rapport à la salade, on la laisse dans la terre. Non, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, mais par rapport au bah oui, c'est bien sûr, c'est ça qu'on demande. C'est quoi la symbolique de la chose? C'est que Hachem, il nous a sortis avant qu'il ne soit trop tard. C'est toute une question. Quand maintenant, celui d'Avram Avinu est marqué 400 ans, alors pourquoi on n'est pas. Pourquoi on est sorti au bout de 210 ans? C'est une question. Alors David, il a une réponse. Non, mais là, c'est dommage, tu as une carticia, il faut tout poinçonner. Alors, comment on arrive à 400 ans? La naissance d'Israël. C'est une embrouille un peu, non? C'est une embrouille. Alors, je t'explique l'embrouille. Non, je t'explique l'embrouille, c'est une embrouille, Je t'explique l'embrouille. C'était prévu 400 ans, mais Hachem, il a toujours un plan B. Si ça capote et tout, s'il commence à ne plus supporter, il y a un autre calcul possible. Mais ça aurait pu être 400 ans. Ça aurait pu être 400 ans de mettre. Mais Hachem, dans sa miséricorde, il a voulu sortir plus tôt. Il y a marqué, tu vois, quand tu vois au début de la parasha de Shemot et tout, Shama et Naakatam. Shama et Naakatam. Naaka, il dit le Rav Hirsch, ça veut dire cri d'agonie. Ils étaient dans un moment, le Harizal nous dit également la même idée avec ces termes, ils étaient en train d'arriver aux 50e porte de Touma, c'est-à-dire un point de non-retour spirituel. Ils étaient tellement brisés psychologiquement et tellement noyés dans le polythéisme égyptien qu'ils allaient perdre leur spécificité juive et ils allaient ne plus être aptes à recevoir la Torah. Donc Hachem les a sortis, c'est le plan B. Il dit bon, on peut aussi faire ce calcul-là. D'accord? Et donc ils sont sortis au bout de 210 ans à la place de 400 ans. Et donc avant que la salade soit amère. D'accord? Mais la question que demandent les commentateurs, d'accord, très bien, on a compris. On est content que la salade ne soit pas amère aussi parce que on fête notre liberté. C'est pas une fête, on doit fêter notre souffrance, on fête notre liberté. Qu'est-ce que ça fout là-bas le maror? Demande le Maharal. Qu'est-ce que ça fout là-bas le maror? On doit fêter notre liberté. Nous aujourd'hui, non, Pessah les Dorot. L'amertume qu'ils avaient de faire les travaux. Alors, il y a une explication que vous êtes en train de dire que pour ressentir la joie de l'événement, alors on fait le contraste. Regarde, donc on était, donc on est sorti, etc. Alors dans ce cas-là, ça aurait été encore plus amer, là, vraiment. On sentait vraiment l'amertume, après la douceur de la sortie, etc. Mais là, ouais, sauf c'est pas. Sauf on ne prend pas une salade amère, c'est marnienne. Donc on ne veut pas te replonger dans la souffrance pour mieux ressentir la liberté. On veut te montrer que même dans l'amertume, il y a de la douceur. Et ça, c'est l'idée qu'il a dit Julien. Que toute cette période-là, qui semblait être entièrement négative, en vérité, elle était constructive.
toute cette période-là, qui aurait pu être vécue, bon, ben, c'est dommage qu'elle se soit passée. Non, c'est ce que les Chachamim nous résument par 2 mots. Cours à Barzel. C'est pas... hein? Pas les taux. Les taux, ça c'est qu'on est dans la finance. On dit pas les taux. Le creuset de fer. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont sortis en courant. Ouais. Ils sont sortis en courant parce qu'on dit cours à Barzel. Cours à Barzel. Ouais. Donc là-bas, c'est donc ils avaient des impuretés. Et cette période en Égypte les a purifiés, même homogénéisés, parce que ça homogénéise. Parce qu'il y avait donc les tribus qui descendaient de Rachel, les tribus qui descendaient de Léa, il y avait une certaine concurrence, une certaine jalousie que Yosef n'a pas réussi à réparer. Donc on est sorti Megoubachim, Amerad, dans la souffrance à nous. Il y a la souffrance, on a appris à travailler de toute notre force, à être des Avadim. Après avoir été des Avadim de Paro, on peut être des Avadim d'Hachem. Il y a différentes explications pour qu'est-ce qu'a pu nous apporter cette période-là, tragique, mais qui nous a construit, qui a fait de nous un peuple différent des autres, d'avoir plus de miséricorde envers les autres. On est plus sensible à la souffrance des autres peuples, parce que nous, on a grandi dans cette souffrance, on est né dans cette souffrance. Une liste de choses on pourrait s'étendre sur ça. Je vous ai donné quelques exemples, une liste de choses que c'était constructif pour nous. Et Julien s'est rappelé de l'explication que j'avais dit au nom du Rav Minsberg, que Yatsu Berechouch Gadol, c'est ça, c'est au sens figuré. Rechouch Gadol, ils sont sortis avec pas im za'av et kesef, im rechouch c'est un kinyan. Ils sont sortis avec un grand kinyan. Et ça, c'est l'idée, on va dire, approfondie. Au niveau du pshat, ça ressemble à ce qu'il a dit Maître Baruch, mais je vais relier l'idée de Maître Baruch à Julien. Si maintenant, quand tu travailles, en tant qu'esclave, pendant des années, rétroactivement, on te paye, alors tu dis, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire, j'ai pas travaillé dans le vide. Tout ce que j'ai travaillé a porté des fruits. C'est ça que ça veut dire être rémunéré pour son travail. C'est ce que j'ai travaillé a rapporté des fruits. Donc, je n'ai pas travaillé pour rien. Un esclave, normalement, il travaille pour rien. Si tu as été rémunéré, tu n'as pas travaillé, tu as travaillé pour toi. Avata le atzmecha. Quand quelqu'un maintenant il est rémunéré, ça veut dire que même si le patron il a professionnel, j'ai travaillé pour moi-même, parce que je suis rémunéré. Donc, tout ce qu'ils ont fait, en vérité, c'était une construction personnelle. C'est symbolisé par le salaire qu'ils ont reçu. Ce n'était pas une punition. Si maintenant ils avaient travaillé sans être rémunérés, ils sont punis. C'est dommage, ils auraient pu l'éviter. Mais là, non, c'était une construction. La preuve, ils ont été rémunérés pour chaque jour qu'ils ont travaillé. Comme vous savez, la Gemara dans Sanhedrin, les Égyptiens sont venus devant Alexandre le Grand pour réclamer tout l'argent qu'on leur a pris, qu'on leur a pas rendu, et il a fait le calcul avec les 210 ans, ça revenait à la même somme. Je ne sais pas cette Gemara dans c'est connu, enfin, ici. C'est plus que ça. Arrête de faire de la chazanot, étudie un peu la Gemara. Ouais. On trouvait que c'était beaucoup plus. Il a dit, bon, alors prends ça. C'est ça, non? Ça revient même plus. Voilà. Il dit encore, prenez avec vous l'ardoise. Tu as compris ou pas? Ils ont fait profil bas, les Égyptiens, de côté. Et t'entends ou pas, Marco? Donc maintenant, quand Hachem, il dit à Avram Avinu, Veyetsu Beruch Gadol, donc c'est pas uniquement pour comme vous avez dit, le consoler. C'est dans l'idée, mais c'est plus loin, c'est-à-dire pour lui montrer que c'est pas une punition. Ouais, t'es un pourri, ta descendance, ça va être des pourris, on va les éclater. Non, parce que le passou qui suit juste après, Veata, ta voix la votera, Beshalom, Tikaver, Beseva Tova, et toi, tu vas aller vers tes ancêtres, dans le Shalom, et tu vas être enterré avec une bonne vieillesse. Si c'était une punition d'Abraham, c'est bizarre, il a fauté, lui, il est bien enterré, et eux, ils se la ramassent. Non, parce que ils ont besoin de ça. Pour pouvoir avoir ces acquisitions spirituelles, ils ont besoin de ça. Et là, Hachem, il a fait dans sa bonté, Hachem, il a accéléré le inouï pour les sortir plus vite. Ce qu'on appelle un stage intensif. Ils ont eu un stage intensif.
À la fin, tout s'est accéléré, ouais, pour qu'ils puissent sortir plus vite. Et donc, c'est très important qu'ils sortent Berechouch Gadol. Parce que s'ils ne sortent pas Berechouch Gadol, on va voir toute cette période d'esclavage égyptien comme une parenthèse dramatique qu'il est bien dommage qu'elle soit arrivée. C'est bien dommage qu'elle soit arrivée. Donc ça reviendra à dire quelque part, Hachem était absent durant cette période-là, il nous a abandonnés et puis il s'est réveillé. Ah, en fait, le peuple, c'était qui déjà? Ibrahim, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Avram. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants? Chazvé Shalom. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a vu, donc de manière prophétique, un buisson ardent. C'est l'âme Israël dans sa souffrance, et Hachem, il est au milieu. Hachem ne nous a pas quittés. C'est pas qu'il était dans l'oubli total. Et il s'est rappelé. Moshe, il a vu, non, ne crois pas que j'ai oublié mon peuple. J'étais depuis le début au milieu. Ma shrina, elle régnait dans leur souffrance. C'est ma shrina qui a généré cette souffrance, pas les Égyptiens. Pour les construire, pour que ce buisson sec et stérile puisse un jour donner des fruits. Ils ne pouvaient pas donner des fruits tels qu'ils étaient. C'était le Ham Israël. Et je les ai mis dans une situation où maintenant ils vont pouvoir donner des fruits. C'est bon ou pas? Voilà, on est quitte pour Pessah. Vous pouvez expliquer le na, parce que j'arrive pas à me souvenir. Pourquoi il a pas besoin de dire na? On peut dire dit aux enfants d'Israël. Bon, on va demander à Julien maintenant. Alors pourquoi il y a le na maintenant dans ce pasouk-là, Julien? Ah bon? Nissim. Pourquoi il dit je t'en supplie, dis-leur de sortir avec Berechouch Gadol? D'accord, mais pourquoi c'est tellement important, Jed Hachem, qu'ils sortent Berechouch Gadol? S'il te plaît. Ah, mais ça, il a déjà répondu, maître Baruch. Le mec, maintenant, on lui a proposé un plan de sortir, ouais, de la chambre de torture. Pas de prison. Voilà, Gmara, vous donne un exemple de prison. Moi, je dis, j'appelle ça la chambre de torture. Ouais, la chambre de torture. On permet de sortir de la chambre de torture, etc. Il dit, non, mais d'abord, va encaisser ton chèque et tout. Il y a une queue et tout. Tu as 6 heures de travail, puisque depuis Hamoud Hachachar, ils ont mis 6 ans encore pour sortir. Il y a du temps, hein. Genre, tu veux partir au plus vite, quoi. Tu mets ce qu'on appelle prendre ses jambes à son cou. Ouais, d'accord? Et là, on dit, non, attends d'abord et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sortir avec de l'argent? On veut sortir au plus vite. On veut sortir au plus vite. Alors, voyons ça dans les mots de la Gemara, si vous voulez bien. Donc, on fait durer la souffrance, en vérité. Il y a marqué comme ça. Auto Tzadik, donc c'est Avraham Avinu. Alors, j'ai un chidouche, moi. Pourquoi il a appelé Avraham Avinu Auto Tzadik? Parce qu'au moment où il a eu Brit Ben Ametarim contre la plupart des gens qui pensent qu'Avraham Avinu a fauté, c'est très grave et tout, il a manqué des mounas. C'est pour ça que Hachem lui a dit, ouais, parce qu'il a dit Bema Eda, il a fauté par un manque des mounas, et donc c'est pour ça qu'Hachem l'a puni, il dit voilà ta descendance, etc. Alors ça aussi, te rappelle, j'ai fait un long shiur sur ça, très long shiur, j'ai un gros document sur ça, énorme, où il y a tous les mefarshim sur Bema Eda, à Kol, en ivrite. À l'époque, je ne faisais pas en français, je n'avais pas le temps. Et donc, on a prouvé, et toi qui vas t'enterrer, Besseva Tova, on voit que tu peux dire que c'est une punition d'une grosse faute, ouais. Mais on avait expliqué que la Bema Eda, la question qu'il a eue, comment saurais-je que tu vas me donner cette terre-là, ça a dévoilé un tikkun que lui-même et sa descendance avaient besoin. Mais pas que c'était une faute, une avéra. Bema Eda, c'est pas une avéra. C'est une avéra, il aurait dû lui-même être puni. On ne connaît pas une chose, ouais, où la personne n'est pas punie, ses enfants, oui. Il aurait dû être puni. Et là, on te dit, non, et toi, t'inquiète pas. Toi, tu vas sortir nickel de l'affaire. Tu vas avoir une bonne vieillesse. À un tel point que Chazal nous dit que, et ça va montrer les premiers signes de Richout, le jour du décès d'Avraham Avinu. Jusqu'à ce moment-là, il n'a même pas vu sa descendance mal tournée. Parce que Ishmaël a fait tchouva, Esav n'a pas encore montré ses crocs, ses dents de vampire, hein, qui se sont cassés sur le coup de marbre de choses. Yaakov Avinu. Vous suivez ou pas? Donc, peut-être je dis ici, je veux me permettre une lecture au taux de sadique. On parle de Brit de Benetarim. Quand il a annoncé, c'était un tzaddik.
pour ça qu'ici, on appelle Abraham Avinu tzaddik. C'est pas qu'on lui reprochait quelque chose. C'est qu'il y a besoin de construction, ouais, en Égypte. Il y a besoin de construction en Égypte pour répondre à ta question. Parce que tu te rappelles, Julien, comme on avait expliqué, c'était quoi la question d'Abraham Avinu? Comment saurais-je? C'est quoi cette question? Comment saurais-je? C'est quoi la question par quel mérite? Ça sera digne de recevoir. Ah, zap, qu'est-ce que je suis content. Mais faut Pshatim vous en rappelez. Qu'est-ce que je suis content. Ouais. On avait fait tout un mahalar très intéressant que le problème de recevoir la terre d'Israël sans passer par ça, par cette période tragique, ben on va être un peuple comme un autre. Tous les peuples ont des moments de naissance où ils ont des valeurs, etc. Et petit à petit, l'opulence, le pouvoir avilit. Ouais. Je donne souvent l'exemple des Romains, qui était un peuple opinâtre, travailleur, etc. La région de Rome, c'était une région de marécage qu'ils ont assaini. C'était des gens très travailleurs, très avec des valeurs de fraternité, de ci, de ça, de ça. Et donc, il y avait des valeurs romaines de famille, d'esprit civique, de trucs, etc. Et quand ils ont commencé à conquérir l'empire hellène, donc très très riche, bah, ils ont commencé à s'enrichir et c'est le début de la décadence de Rome. Et donc ils ont commencé à ne plus vouloir faire la guerre, à ne plus vouloir faire ci. C'est le début de la décadence. Tout peuple, à un moment, les Grecs aussi, ouais, ils avaient une période avec des valeurs et puis après ils sont arrivés dans une décadence incroyable. Ouais. Tout peuple a des hauts et ensuite des bas. Genre, actuellement, on est dans la décadence de l'Occident. Désolé de vous l'apprendre. Ouais. Il n'y a plus de valeurs de famille, il y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. La famille n'existe plus, même le mariage n'existe plus. Comment? Ah oui, pour les trucs pessimistes, c'est Marco. Oui, qu'est-ce que tu disais, Marco? Pour la fin de vie à assister. Tu peux décider de mourir quand tu veux. La fin de vie à assister. Ah, c'est passé ça? Logique, oui. Ah, ben les Belges, il meurt qu'une fois. Son âme s'effrite. Ouais. D'accord, il s'est fait gaufrer, qu'est-ce que je te dis? Donc, on reprend. Donc, ouais, non, il n'y a plus aujourd'hui, les gens, ils ne savent plus pourquoi ils vivent. Et chez les jeunes, la drogue, l'alcool, c'est une catastrophe. C'est rare un jeune qui n'a pas touché à la drogue. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait peur à Aurel? Voilà, je vous envoie, j'aime pas ces messages. Bon, Tout est beau, tout est rose. il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Quand j'aurai le permis, je te mettrai sur ma voiture comme ça, un truc, un petit bisounours qui flotte. Il n'y a pas de problème. En tout cas, la société est malade, est en crise. Après, ce combat pour les libertés, ce combat pour l'opulence, ce combat pour la prospérité, ce combat pour que tout le monde puisse bénéficier d'un aide au niveau de la maladie, etc. Il y a des abus, il y a des vols, il y a des trucs. On est complètement assisté. Les gens, ils sont toute la journée sur leur écran. Donc, c'est comme ça. Et donc, il dit, bon, bah, ces peuples-là, le Yévoussi, le Girgashi, le Kenaani, tous ces peuples cananéens qui sont des pourritures, qu'ils ont perdu leur droit de vivre en Israël. Et maintenant, je ne peux pas rentrer là-bas parce ils ont encore un peu de srouillotte. Et quand ils auront un peu de srouillotte, on pourra rentrer là-bas. Mais qui dit que, pourquoi tu veux nous donner pour toujours cette terre-là? Pourquoi Hachem, tu veux nous donner pour toujours cette terre-là? Il y a un jour aussi, on va peut-être arriver à une décadence, comme tous les peuples. Et dans ce cas-là, alors on perdra cette terre pour toujours. Vous savez que même si, Chas Shalom, on est parti en galoute, on n'a pas perdu la terre d'Israël. Ça reste gardé pour nous. Pourquoi on ne dit pas pareil pour les autres peuples? Ils ont fauté, ça reste gardé pour eux. Non, elle reste éternellement pour nous, cette terre. Parce que, et c'est ça qu'Adeshem a dit, non, vous êtes différents, et je vais te prouver ta différence, et je vais renforcer cette différence. Ah, c'est le retour. Faut que je remette mon spray. Faut ouvrir qu'il s'en aille. C'est ça, ouais. C'est parce qu'on laisse ouvert la nuit qu'il rentre. Non, Bah alors, lui, mais il ne le sait pas, le moustique, il pense que c'est ouvert. La différence de Israël, nous Rahmanim,
Bnei Rachmanim. Ouais, on a un chesed, on a une sensibilité, on a une recherche de spiritualité, comme dit le Maharal. On a un idéalisme. Cet idéalisme a été renforcé par la période de souffrance, où il y avait une fraternité les uns avec les autres, il y avait une abnégation. On voit que les choses qu'ils ont gardées, ils ont dénoncé personne, ouais, pas de la shonara. Donc on voit qu'ils avaient quand même, c'est ce que les Allemands ont été étonnés dans les camps, de voir mettre cette fraternité qu'il y avait entre eux. Pas tous, ils ont réussi à briser spirituellement et psychologiquement certains détenus, les Allemands. Mais certains, ils étaient étonnés, ils étaient incassables. Et d'ailleurs, le fils, le Rav Kaufman de Bnei Brak, je ne sais pas si vous connaissez, son père il a écrit un livre, c'est dommage qu'il ne soit pas réédité, qui raconte sa vie dans les camps, et c'est pas une leçon de morale de garder la dignité, de pas. On lui demandait de faire des choses, il refusait, sous peine de mort, mais il refusait, sauf il a eu que des nissim durant tout son séjour, son long séjour à Auschwitz. Il refusait de se comporter de manière inhumaine. Il était toujours le défenseur des. D'ailleurs, il s'est marié avec une jeune fille qu'il a sauvée, que le capot voulait violer. C'est devenu sa femme. Histoire romantique. Ouais. Le capot voulait la violer, il est rentré dans la chambre, il a tabassé le capot. Il a tabassé le capot et, curieusement, il n'est pas mort. Il raconte dans son livre que les capots le respectaient. Parce qu'il baissait pas les yeux. Ouais. Il avait avec lui Hachem et les valeurs du judaïsme. Ouais. Et c'était le contre-exemple de ce que les nazis voulaient faire de nous, des bêtes. Et donc, ça, on l'a reçu d'Avram Avinu, mais ça a été particulièrement intensifié par cette période en Égypte. On a mis dans nos gènes, ouais, cette fraternité, cette abnégation, cette difficulté de voir la souffrance de l'autre. Même Moshe, qui n'a pas vécu comment dirais-je, cette souffrance-là, il est descendu voir la souffrance de ses frères, sentir la souffrance de l'autre. Et donc, revenons à notre sujet. Et donc, quand maintenant il commence à avoir des abus, ouais, la police, les juges, d'où ça vient? Tous ceux qui incarnent le pouvoir, la police, les juges, les gouvernants, etc. Alors, il y a toujours des voix qui s'élèvent uniquement parmi les juifs. Dans le monde entier, les voix qui s'élèvent contre les abus, c'est uniquement parmi les juifs. On a le monopole, pratiquement tout le temps. Tu regardes tous les philosophes, tous les grands qui ont fait du remous, etc., c'est pratiquement tout le temps des juifs. Pratiquement. Trotsky, ouais. On a eu, même tu vois, nous en France, on avait Cohen-Bendit, ouais, truc. Toujours des juifs. On n'est pas nombreux, mais dès qu'il y a de l'injustice, on lève la voix et on dit c'est pas normal. Makara. On a reçu de cette naissance dans les cendres et dans le sang et dans la terre et dans la boue de l'Agada, l'Agadou, ouais, eh bien, ça a formé ce refus de l'injustice. Ce refus de l'injustice. Et donc, c'est Rechouch Gadol Meod. Yatsou Berechouch Gadol. Et donc, comme il fallait donc illustrer, donc on a différentes idées. Donc, on a l'idée de Maître Baruch qui a une justice. La justice montre qu'on n'a pas travaillé pour rien. Donc, on doit maintenant recevoir un salaire. Le fait qu'on n'a pas travaillé pour rien, c'est au sens propre, au sens figuré. Ce qu'on a travaillé, c'était pour nous. Donc, on a eu des acquisitions pas uniquement matérielles, mais même spirituelles. Donc, bien que eux, ils pensaient à l'étape suivante qui est sortir, non, c'est important que cette sortie soit marquée comme étant une période d'acquisition. Vous êtes sortis avec une acquisition. Je vous en supplie, ne sortez pas sans accomplir ce que j'avais promis à Avraham Avinu, au taux de Sadiq qui n'a pas fauté par le Bema Eda, sortir avec des acquisitions. Il faut bien comprendre que cette période-là, c'est pas une période où Hachem n'était pas là, il nous a abandonnés et puis Tom il s'est réveillé. Tout était dans notre intérêt. Et c'est pour ça qu'il faut manger du maror ce soir-là, parce que le maror en lui-même, on célèbre l'amertume qui avait fait notre pain quotidien en Égypte. Parce que c'est grâce à cette amertume qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Donc il faut associer dans notre repas de célébration de la naissance du peuple juif l'amertume. Sans cette amertume-là, on ne serait pas devenu ce qu'on est devenu. Donc ça doit faire partie des éléments
de notre célébration, le maror. Ça ne va pas uniquement nous rappeler nos moments douloureux. On sort avec le maror. Le maror fait partie de notre libération. Tu te rappelles ou pas? On avait mieux expliqué cette notion, je crois, dans le Karpas. Tu te rappelles le Karpas ou pas? Il y a une marloquette, est-ce que le Karpas, c'est Méramez, la Galoute ou la Géoula? Normalement, on pense au Chipazon quand on parle du Karpas, d'accord? Parce que quand le Karpas, c'est que il est parti Bechipazon, ouais? Le Karpas, c'est quoi le Karpas? En fait, tu fais le Karpas ou pas? Pour les Tunisiens, c'est le riz. Mais pour nous, ouais? Pourquoi le Karpas? Le symbolique du Karpas, Aurel, toi qui fais chaque année la Gada de Pessah. C'est quoi la symbolique? Qu'est-ce que tu dis pour le Karpas? C'est ce qu'on trempe dans l'eau. On va noyer les Égyptiens, tu dis? Un quart entier d'Égyptiens, on le noie. Ouais? Juste pour poser une question. Mais on aurait pu aussi mettre des oreilles de Mickey. Ouais? C'est-à-dire, pourquoi la question, hein, parce que c'est Parashat Miketz aussi. Donc, pourquoi cette question-là, pourquoi la question, elle est générée par ça? C'est ça le problème. Il y a plein de questions. On donne des gozim, on enlève le plateau. Il y a plein de à chaque fois, les questions qui sont posées, dit ah, je veux que tu poses une question, mais il faut qu'on réponde à sa question aussi, qui est une symbolique à ce qu'on fait. Que l'enfant, si l'enfant lui pose une question, pourquoi tu fais ça? Ben pour que tu poses des questions. Allez, on continue. Si, c'est lié. C'est lié. Lui, l'enfant, quand il voit qu'on se lave les mains, non, quand on se lave les mains, on mange après, on commence le repas. Alors, on n'a pas commencé le repas. Qu'est-ce qu'on mange? On mange Karpas. C'est quoi Karpas? D'accord, très bien, on est d'accord. Et ça ressemble à quel type de début de repas? Non, c'est pas la bonne réponse. Ouais, c'est un apéritif. Début de repas, la kémia. Oh, dans des sauces, on trempe des petits légumes, etc. Ouais. Et donc, dit, pourquoi on fait ça, papa? Parce que normalement, papa, oui, non, c'est vrai. Normalement, on commence devant le repas, mais là, on est des hommes libres. Ouais. Donc, on va faire un repas. Hein. Ouais, on ne commence pas tout de suite le repas. Les gens riches, ils n'ont pas faim. D'abord, ils ont besoin de prendre un petit apéritif pour trouver l'appétit. Alors, on va manger dans des trucs salés, etc., pour trouver l'appétit. Ah, on est des libres. Oui, mais c'est vrai que dans le Carpathes aussi, ça rappelle aussi la galoute. Ah oui, pourquoi, papa? Ben, mais c'est bon, on peut continuer. Non, si tu as posé une question, non, j'ai plein de trucs à te dire. Il ne fallait pas poser la question. Mais tu vas voir que la première année. Et donc, Carpathes, on est dit le choix de l'objet. On aurait pu prendre n'importe quel légume qu'on trempe dans de l'eau. Pourquoi le Carpathes en particulier? Alors, ils disent Rachamim parce qu'il y a une gématria. D'accord? On aime bien les gématriotes, surtout à Pessah, parce qu'on fait des maths sautes à Pessah. Donc, on aime bien les gématriotes. Alors, Karpas, c'est combien? C'est quoi la gématria de Karpas? Et c'est quoi 360? C'est un cercle? Ouais. C'est une matzah. 360, c'est une matzah. Non, c'est Shishim, ouais, parer. C'est-à-dire Shishim ribo, beparer. Donc, c'est un remèze à le fait qu'il y a eu 600 000 hommes qui étaient béparères dans un travail brisant. Alors, c'est marrant parce que le symbole, il est de liberté par rapport à l'attitude alimentaire. Mais la gématria, elle est par rapport à la souffrance. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on n'a pas de céleri, on prend déjà de la chassa. Il y a toute une marloquette, comment on fait, est-ce qu'on est déjà qui de la chassa, est-ce qu'on fait un tna, etc. Donc ça pourrait être de la chassa en vérité. Ça pourrait être du maror. La Mishnah, vous vous rappelez, la Mishnah parle de ça. Quand on n'a pas ça, on commence par le maror, on a des kavanot, des trucs. Donc c'est un double emploi un peu ce Karpas. On est des hommes libres en prenant un objet qui aurait pu être le maror, et même si ce n'est pas le maror, on prend Karpas qui est un remez au Enouï. Alors c'est une double symbolique, le Karpas. Mais il y a une double symbolique. Et qu'on est déjà libre, mais en prenant un objet qui symbolise notre passé. On avait expliqué dans le Karpas, justement, que c'est une soirée où il faut se réjouir, ouais, du passé. Il faut se réjouir du passé. Et ça, c'est vrai pour la vie d'un homme. Comme les épreuves que chacun passe, moi avec mon gendre, ma fille, mon truc, etc., toutes les difficultés que chacun passe. Alors on est dedans, mais savoir que tout c'est constructif. Et un jour, on va s'en réjouir. C'est construit. Et un jour, on va s'en réjouir. De notre vivant ou pas, mais un jour, on va s'en réjouir.
c'est mieux notre vivant, comme ça on arrive à faire un, comme il a dit, Eli, un pirsou minissa, que tout ça c'était pour le bien, et je comprends maintenant pourquoi c'est pour le bien, et il y a un devoir de rechercher en quoi les choses sont pour le bien, etc. C'est important, le karpas, il représente cette double symbolique, ça représente que dans le mauvais, il faut s'en réjouir. Nous, après coup, eux, ils ne pouvaient pas s'en réjouir, mais nous, après coup, on se réjouit de ce pareil-là. Ça fait de nous ce qu'on est. On est des vrais princes. On n'est pas des riches, on est des vrais. On a pu devenir des vrais princes parce qu'il y a eu ces Shishim Ribo Beparer. C'est ce qui a amené ça à ça. J'avais donné là-bas une autre explication. Comment, dans un même symbole, on a et la Havdout, et l'esclavage, et la liberté. J'avais dit peut-être pour. C'est un remèze au ripazon. On est sorti tellement vite. Normalement, un peuple, il y a beaucoup d'étapes pour devenir libre. D'abord, tu sors les noirs des plantations de canne à sucre. Ouais. Et après, tu les mets dans des banlieues, ils te volent, ils t'agressent, etc. Ouais. Et après, petit à petit, ils ont le droit de vote. Et puis avec, je crois que c'était Lincoln. Et puis après, ils commencent à avoir des écoles pour eux. Et puis après, petit à petit, des écoles mélangées. Ouais. Et puis petit à petit, tu retrouves un noir à la Maison Blanche. Ouais. Ça met beaucoup de temps pour que des esclaves deviennent des hommes libres. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Vous comprenez pas? Et même, tu vois, même la Révolution française, ouais. Au début, tout ça, il y a eu les tiers états, et puis après, il y a eu la prise de la Bastille, mais après, ils ont cru être libres, mais c'est la bourgeoisie compris, les prolétaires, ils ont remis encore toutes les corvées qu'ils avaient. Au début, ils ont dit qu'ils vont les annuler, ils leur ont remis. Ça a mis beaucoup de temps avant que leur situation s'améliore. Ça a mis beaucoup de temps, c'est pas. Mais nous, Pitom, la veille, on était esclaves, le lendemain, on était des hommes libres. Donc c'est tellement rapide que c'est comme si l'esclavage et la liberté se confondent tellement, tu vois, quand tu prends la photo, c'est flou entre, tu vois, l'esclave, t'imagines, tu vois un mec qui était détruit et après habillé, c'est flou. Donc on prend dans le même objet esclave et liberté en même temps, tellement c'était rapide, c'est comme si qu'ils se confondent les deux statuts. Et surtout qu'on est resté esclave en vérité. Donc les deux statuts se confondent. On est resté les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. D'une certaine manière. Auto Tzadik, tout ça pour expliquer Auto Tzadik. On continue. Ve'avdum, ve'avadoum. Ve'avadoum, ve'inu otam, ki yem baem. Faut pas qu'ils disent Auto Tzadik, Avram Avinu, appelé ici Tzadik. Ve'avadoum, ils vont être assujettis ve'inu otam et on va les faire souffrir. Ki yem baem, ont été accomplis sur eux, cette prophétie. Mais la deuxième partie du verset, il ne faut pas que Auto Tzadik avant Avinu ils disent ah, t'as vu, t'as accompli la première partie qui vont souffrir et tout, mais pas la deuxième partie. Point. Vous comprenez cette Gemara ou pas? Moi, je ne comprends pas du tout. Est-ce que vous comprenez ce que je ne comprends pas? Vas-y, résume-moi ce qu'elle a dit, la Gemara, Eli. Elle a dit la Gemara. Hachem il a demandé de parler à l'oreille du peuple pour y prendre des Kélézav et Kélé Kesef. Alors après, il te dit pourquoi c'est important D'insister. d'insister pour Abraham Avinu, Auto Tzadik. Et après, la Gemara, elle te dit que c'est pour pas qu'on puisse dire que Hachem il a accompli le premier. Qui puisse dire? Qui va dire ça? Qui va dire ça? Le peuple. Non, Auto Tzadik. Abraham. Abraham, pour pas qu'Abraham il dise. Et il a accompli, ouais, alors Tu comprends ça? Quel rapport Abraham il dise? C'est ce truc-là. C'est que ce truc-là, pour pas qu'Abraham il dise. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, Abraham? Lui, il est vivant, quoi. Non, mais c'est même pas qu'il est vivant. Mais c'est pas par rapport à Abraham, pour qu'Hachem il accomplit sa promesse. Si Abraham n'avait rien dit, bon, je l'aurais pas fait. Mais comme il va être là, je suis mal, il dit Hachem, je suis mal. Il voit tout, Abraham, je vais devoir accomplir ma promesse. On a l'impression que, bon, j'ai peur qu'Abraham, j'ai essayé de l'occuper là-bas, je lui ai fait un Gan Eden, un truc, tout ça. Non, il dit, je peux venir
voir. Non, c'est pas la peine. Tu connais l'histoire, j'ai déjà raconté avant. Et il vient, mais attends, je comprends pas. Attends, tu m'avais pas dit ça, tu m'avais dit normalement aussi. Ah ouais, mince, c'est vrai. Bon, allez, vas-y. Moshe, dis-leur, parce qu'Abraham, il est là, il voit tout. C'est quoi ce délire? On parle à des enfants, c'est quoi ce délire? Si Hachem, il a promis, il a accompli, il a besoin d'Abraham pour accomplir ses promesses. Parce que j'ai promis. Parce que moi, Hachem, j'ai promis. Toi, tu es dans la réponse, je suis dans la question encore. Pourquoi on a besoin de parler d'Abraham? Premier Abraham. Ah, d'accord. Parce que j'ai promis Abraham, mais pas pour que. Dis pour pas que lui, il dise. C'est quoi? C'est quoi? C'est bas, c'est bas. On parle pas. Comme maintenant, tu vois, par exemple, je t'ai promis quelque chose, ouais. Je t'ai vendu mon appartement avec la place de parking. D'accord? Alors, c'est comme je connais quelqu'un, il a acheté un appartement avec deux places de parking. Et il voit, c'est une grande place de parking. On peut mettre qu'une voiture, mais il y a la place de deux voitures. Il dit, mais il y a la place de deux voitures. Il te dit, ouais. Mais d'accord, mais c'est une grande place, c'est pas bon. Alors, quand tu arrives maintenant devant le. Hein, tu as eu le même problème toi aussi? C'est un vol connu. C'est un vol connu. Et donc, le mec, il arrive et tout, le cablan, ouais, il dit, bon, je t'ai vendu l'appartement, je te donne aussi la place de parking parce que pour pas que l'avocat il dise et tout. Mais tu veux pas accomplir le truc parce que tu as promis, je comprends pas. Je te dis, voilà, tu m'as dit, tu me vends à tel prix l'appartement, à tel prix l'appartement et la place, ouais. Voilà la place de parking. Non, je te donne la place de parking pour pas qu'ils disent que j'ai pas accompli le contrat. Attends, on parle d'Hachem, là. On n'est pas avec un agent immobilier, pardon, qu'on appelle ça, pas un agent immobilier, c'est la majorité qui va être en opposition. On appelle ça un cablan. Comment on dit un cablan? Un promoteur? Promoteur, comment il dit ça? Ah, d'accord. Et c'est qui le promoteur? Ah non, c'est bien avant ça, d'accord. Donc le constructeur, pour pas que le constructeur il est obligé de faire ça, hein, pour pas que je sais pas qui était présent là-bas dit non, tu as promis la place de parking. Quoi, il n'a pas une parole, le constructeur? Des fois, il s'est trompé, tu as donné une place de parking en plus. Ça, c'est quand il y aura le Mashiach. Ouais. On peut répondre à ça. Je suis là pour ça, moi, je suis là pour attendre des réponses. Déjà, parce que. Non, vous êtes d'accord avec la question ou pas quand même? J'étais étonné que vous ne me la posiez pas, Marco. On n'est pas là pour ça. Ouais. Déjà, il y a eu un brit avec Abraham. Maintenant, imaginons que peut-être que les bénis Israël, ils ne méritaient pas qu'il y a eu qu'ils tiennent sa promesse. Alors, par rapport au scout d'Abraham, il est obligé de la tenir. Ah, c'est ce qu'il voulait dire, Nissim Nachon? Bah oui, je sais que tu es en train de lire. Heureusement que tu n'as pas du Flaubert sur les genoux. Qu'est-ce que tu voulais dire comme réponse? Je dirais que parce qu'on n'était pas méritant, donc on devrait sortir normalement sans rien. Voilà. Et donc, grâce à Abraham, on est sorti avec vous. Avant tout ça, il avait Hachem, il avait promis à moi. Non, c'était au Purim qu'on est sorti sous. Ouais. Il n'y avait que des sous qui sont sortis. Puis on a payé pour les yeshivot, tout ça, on est sorti. On a sorti des sous, on est sorti des sous aussi. Tov. Très bien. Parce que le problème, c'est si on dit ça, alors ça casse un peu tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que d'Aberna, c'est-à-dire, on a l'impression que moi, j'ai expliqué que c'est un projet divin, cette histoire qu'on sort Berichouch Gadol. Et là, on a l'impression que c'est un projet par rapport à Abraham. Manienne, quoi. Alors peut-être on peut essayer de rapprocher les deux messages. De dire qu'Abraham Avinu, c'était pas facile pour lui d'entendre une telle chose. Ouais. Que sa descendance, pour arriver sur cette terre-là, ils vont passer un épisode pas court, ouais, assez long, de souffrance inhumaine. Mais il a compris, Abraham Avinu, que c'était pour l'intérêt de son peuple, puisque il a compris ce que je vous enseignais, Abraham Avinu a compris. Ouais. Et donc, c'est ce qui l'a permis d'avoir une Seva Tova, ce qui a permis de continuer à vivre, ouais, de manière sereine, parce qu'il a compris qu'Hachem, dans les épreuves qu'il va renvoyer à sa descendance, c'est dans leur intérêt. Et donc, Hachem, qui avait une relation particulière avec Abraham Avinu,
Avram Avinu, c'était un tzaddik. Et Hachem, il voulait faire que du bien à Avram Avinu, parce que Bémet, il incarnait les valeurs divines. Donc, quelque part, ce qui a fait, alors ça se rapproche à votre idée, mais en gardant le plan de base, ce qui a fait qu'Hachem, il a accompli Be'etzu Be'echush Gadol, ouais, c'est que par rapport au projet que Hachem, il avait avec Avram Avinu, ça remonte au projet d'Avram Avinu. C'est pas que le Ham Israël lui-même, c'est pas que le Ham Israël lui-même, tout est pour le bien. S'il n'y a pas à l'origine Avram Avinu, ouais, je vais un petit peu affiner le message. Si à l'origine, ce n'était pas un tzaddik, Avram Avinu, alors cette période-là, elle serait partie en cacahuète. La souffrance, en général, éloigne les gens d'Hachem, à moins qu'ils aient une bonne base. Ça les rapproche d'Hachem. Donc le tzaddik, qui était à l'origine, c'est lui qui a amené qu'il puisse avoir encore une amélioration de sa descendance par la souffrance. Donc pour le tzaddik, qui était en nous, il y en a qui expliquent qu'Auto Tzadik, c'était le Ham Israël eux-mêmes. Ils sont relax sur Rashi, mais je dis, Auto Tzadik, c'est le Tzadik qui est en nous, en vérité. C'est le Tzadik qui est en nous. On a une part d'Avram Avinu qui veut faire de cette expérience une expérience des 400 ans ou des 210 ans, ouais, constructive. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On a assez de mérite, qu'on n'a pas assez de mérite. Je ne sais pas si ça bidouk ça, la Nekuda. C'est que pour que cette période puisse aboutir, telle qu'elle a pu aboutir et qu'on a pu être construit par cette période, c'est vrai qu'on a perdu des plumes, que la faute du veau d'or, elle est liée à ça, et que c'est vrai que c'était pas évident. Il n'y a pas eu que du tov voilà, parce que on explique souvent que la Vodazara qu'ils ont fait en Égypte, ça a laissé des traces, et du coup, cette génération n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, ils ont dû mourir tous dans le désert, et c'est une nouvelle génération qui a pu véritablement grandir avec un autre regard sur la vie. Donc c'est vrai qu'il y a eu du tov, mais il n'y a pas que eu du tov. Donc c'est compliqué comme période aussi, cette étape transitoire. On n'a pas su véritablement profiter de Ve'etzu Be'echush Gadol. On n'a pas suffisamment profité de ce message-là. On est resté accroché au négatif de l'Égypte, malheureusement. On est resté accroché au négatif de l'Égypte. On n'a pas su s'en émanciper. Parce que quand maintenant, quelqu'un, il arrive à interpréter les mauvais événements comme étant la main d'Hachem, c'est la meilleure manière de soigner ces traumatismes. Vous comprenez c'est important ce que je vous dis là. On a tous des traumatismes dans la vie, des événements pas évidents. Maintenant, si on voit, c'est Chaval que ça soit arrivé, ça aurait été tellement bien si ce n'était pas bien arrivé, on a du mal à s'en sortir. Si on voit que c'était le projet divin, et que c'était pour le bien, et que c'était prévu comme ça depuis l'aube des temps, par rapport à ma construction, par rapport à mon évolution, par rapport des fois à la personne qui a dû ou disparaître ou souffrir, tout ça c'était pour le bien, c'est la seule manière de transformer la mer en doux. Sinon, ça nous poursuit. On est poursuivi par des fantômes, sans arrêt. Parce que le négatif, un homme, il garde en lui le négatif. Il n'arrive pas à le nettoyer. On le garde. Mais si on arrive à le bonifier, alors c'est la seule manière de se libérer de ça. Le Ham Israël, Hachem, il a supplié au Ham Israël de Yatsu Be'echush Gadol pour justement bonifier tout de leur passé. Et qu'ils puissent s'en libérer. Ils n'ont pas réussi à se libérer de leur passé, justement. Ils ont fait le veau d'or, ils ont voulu revenir en Égypte, ils n'ont pas réussi à se libérer du passé. Si maintenant cette étape de Ve'etzu Be'echush Gadol avait pu se réaliser dans la philosophie que Hachem avait dévoilée à Avram Avinu et qu'Hachem avait prévu que ça se passe, eh bien, tout ce qui s'est passé dans la deuxième étape, qui s'est mal passé, le veau d'or, les Meraglim, etc., eh bien, ça ne serait pas passé. Il faut essayer de bonifier le passé. Pas essayer de dire, bon, c'est le passé, maintenant c'est le présent. Quand tu sais le passé, le passé reste en toi encore. Il continue à te pourchasser. Et tu reviens dans le passé. Tu reviens. La notion du traumatisme, c'est de revenir sur le traumatisme sans arrêt. On revient sur les scènes du passé. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme la Gemara nous dit que quand quelqu'un maintenant il a été mordu par un serpent, il voit une corde, il a un traumatisme, il peut avoir une crise cardiaque quand ça ressemble à un serpent. Ouais. Alors comment on soigne le traumatisme? Très compliqué. Alors Ramban, il nous dit que quand ils ont été mordus dans le désert par un serpent, il a dit fais un serpent en airain. Pourquoi en airain? Pourquoi en nérochette? Parce que certains commentateurs disent que le nérochette, il y a dans le, je ne sais pas vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, dans le venin du
dans le venin du serpent, il paraît que le cuivre, c'est un des éléments du venin qui est mortel, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai entendu une fois un conférencier dire ça quand j'étais jeune. Et ça fait que quand tu vois un serpent, normalement, il dit le Ramban, c'est un traumatisme, ça devrait te tuer. En regardant le serpent, tu lèves la tête pour regarder le serpent, c'est ça qui l'a guéri. Parce que quand tu lèves la tête, c'est-à-dire que le serpent était envoyé par Hachem, c'est ça qui te guérit. Pour guérir d'un traumatisme, c'est-à-dire que le serpent il vient d'Hachem. Quand tu ne sais pas que le serpent vient d'Hachem, tu vois une corde, tu as une crise cardiaque. Quand tu sais que ça vient d'Hachem, tu vois un serpent constitué de l'élément mortel du venin, c'est ça qui te guérit. Donc il faut bonifier le passé, voir que ce qu'on a eu en Égypte, c'était pour le bien, pour se guérir de l'Égypte. C'est pour ça que ce passage-là, il était fondamental, ce passage-là. On voit que... Quel rapport avec Abraham, j'ai promis Abraham. J'ai promis à Abraham que sa descendance, elle profitera de cet événement-là. Pour en profiter, il faut qu'il bonifie tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi il va dire à Abraham? C'est une question, là. Pourquoi il va dire à Abraham que moi j'ai promis? Tu peux dire j'ai promis quand il dit tout ça. Parce que j'ai promis. Mais on voit ici que on aurait pu le dire comme ça. Mais on n'aurait pas fait cet approfondissement. Hachem, il approfondit, il accomplit ses promesses. Mais quand on remet Abraham dans l'histoire, ouais, alors on remet le dialogue qu'il y avait entre Akjourou et Abraham. C'est quoi l'enjeu? C'est pour remettre le dialogue entre Akjourou et Abraham au premier plan. Hachem, il accomplit toujours ses promesses. Mais quand on remet Abraham, c'est qu'est-ce que Hachem il a dit à Abraham? Cette période-là, elle va être constructive pour ton peuple. Il est en train de lui montrer que c'est bon ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que tu vas avoir une bonne vieillesse. Normalement, quand je dis mes enfants, ils vont tous passer par Auschwitz, comment je peux avoir une bonne vieillesse? Comment c'est possible qu'on dise après il va avoir une bonne vieillesse? Parce qu'il a compris, Abraham, que c'était pour leur bien. Et donc, Abraham, il insiste. Ce que tu m'as promis, c'était pour leur bien. Donc, pour que le tzaddik, ouais, il puisse maintenant avoir le dernier mot. Ouais. Alors, quelque part, Hachem, il remet le dialogue à la page. Il nous replonge dans Brit Bana Betarim, que voir c'était véritablement, quand tu relis cette Brit Bana Betarim, tu vois que c'était véritablement pour le bien du Ham Israël, comment s'est présenté les choses, ouais, pour nous raccrocher à ce pasouk-là. Donc c'est Abraham, quelque part, qui impose, ouais, à ce que... Tout ça, c'est pour être modifié. C'est la première explication, elles sont modifiées par la sortie et par la Torah qui va arriver. C'est ça leur modification. Non. Finalement, c'est quoi? C'est Kérim, là. En quoi c'est modifié? Alors je reprends. Je vois que je ne suis pas clair et je m'en excuse. C'est que on reprend. Il y a le Matan Torah. Bon, c'est quelque chose qui va arriver. Maintenant, ce qui s'est passé, c'était bien ou c'était pas bien? Ces 210 ans, c'était bien ou c'était pas bien? Alors, si on a travaillé, qu'on n'a pas été payé, alors c'est une parenthèse de notre histoire qu'il faut vite oublier. Mais on n'oublie pas un traumatisme. Donc, il va nous poursuivre, ce traumatisme-là. Alors, il faut savoir, non, ce qu'on a travaillé, on l'a travaillé pour nous-mêmes. C'était une période de construction, ce n'était pas une période d'oubli divin, c'est une période de construction. Comment on symbolise que cette période, c'est une période de construction? Par le fait qu'on va être rémunéré par tout notre travail. Ça, c'est la première notion, Al-Pipchat. Al-Pidrash, Yatsu Berechouch Gadol, il sort avec toutes les acquisitions spirituelles de cette période-là, qui sont symbolisées par le fait qu'ils ont été payés pour ce qu'ils ont travaillé. Il y a le Pshat et le Drash. Le Pshat, c'est comme il a dit Maître Baruch, il y a une justice. On n'a pas travaillé pour rien, on a été payé pour ce qu'on a travaillé. C'est quelque part, c'est pas une période où on n'a rien fait. On a profité de cette période-là. J'aurais préféré ne pas être payé, ne pas être en esclavage. Question sur le pshat. Non, c'est-à-dire que c'était payant ce qu'on a fait. C'était payant ce qu'on a fait. Et donc, c'est important qu'on reçoive le salaire pour prouver que cette période-là, elle était constructive. Et c'est ce qu'Abraham, il a compris. C'est pour ça qu'il ne s'est pas révolté, il n'a pas prié. On voit qu'il a prié pour Sdom. Ouais. Il n'a pas prié contre ça. Il a vu que c'était constructif, au taux de Sadique. Il a bien compris qu'on a besoin de... Lui, il a besoin de 10 épreuves pour s'élever. Il n'a pas prié contre ces épreuves. Il n'a pas prié Hachem, ne m'envoie pas faire un Kedat Yitzrek. Il a compris que c'est les épreuves qui élèvent un homme. Il a compris qu'au taux de Sadique, mais c'est tellement important qu'ils comprennent que ce qu'ils ont vécu en Égypte, c'était constructif, ouais, qu'il fallait qu'ils sortent Berechouch Gadol. Il fallait qu'ils sortent Berechouch Gadol. Parce que s'ils n'arrivent pas à voir que c'était constructif ce qu'ils ont vécu, ça va être un traumatisme qu'ils vont traîner avec eux. Et c'est ce qui s'est passé, Bémet. Ils n'ont pas réussi à bonifier cet événement-là et c'est venu les pourchasser, l'Égypte. Puisque avec la faute du veau d'or, on voit les influences de l'idolâtrie. Il y a marqué
Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il reproche à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi comment ils ont fait le vaudor avec l'or qu'ils ont sorti, Nachon? Et Moshe Rabbeinu, il reproche tout l'or que tu as donné, pourquoi tu as donné tellement d'or, ils ont fait un veau d'or. Donc, tu as vu, ça s'est inversé le Rechush Gadol. On voit le même Rechush Gadol, on peut ou le voir comme un élément positif, qui me permet de bonifier cet épisode qui aurait dû être vu comme étant amer, maintenant il est doux, il est devenu doux du coup, parce que ça fait ce qu'on nous sommes, ça a fait ce que nous sommes. Ben non, eux, ils ont gagné, bon, on a eu de l'argent, c'est une compensation du malheur qu'on a eu. Donc ils n'ont pas réussi à bonifier le présent. Ce n'est pas une compensation. Ça dévoile ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas une compensation. Ce n'est pas des indemnités. C'est un dévoilement, ils ont vu ça comme des indemnités. Et quand tu reçois des indemnités, tu les dépenses bêtement. Parce que tu as besoin d'oublier ta douleur. L'argent est un dévoilement. Oui. L'argent que Shiatsu Berechush Gadol dévoile que toute cette période-là était constructive. Ils sont sortis avec beaucoup d'acquisitions, pas que matérielles. Des acquisitions pas que matérielles. Mais d'abord le pshat. On n'a pas travaillé pour rien, ce qu'on a travaillé, c'était pour nous. Tout ce qu'on a travaillé, les heures sup, on nous a donné ni Chol HaMoed de Pessah, ni Chol HaMoed de Sukkot, rien, on n'a pas eu de vacances. Tout ce qu'on a travaillé, en fin de compte, on a tout reçu, monnaie de sa pièce. Donc on a travaillé pour nous-mêmes. On se construisait en construisant des pyramides. On se construisait nous-mêmes. C'est ça, Vetsu Berechush Gadol. C'est le regard qu'on doit avoir, c'est un message important pour nous. Les traumatismes, c'est un mot à la mode aujourd'hui. Les gens ne se relèvent pas de leur traumatisme. Les gens ne se relèvent pas de leur traumatisme. Ils peuvent payer des psys, des trucs, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils reviennent, ils retombent. Ils sont pourchassés par ces démons. Ouais. Je ne sais pas de quoi tu parles, Léon, mais je sais de quoi je parle. Les gens ne se relèvent pas des traumatismes. C'est un petit traumatisme, je n'ai pas dit. Si c'est un gros traumatisme, hein? Non, je n'ai pas dit une grande majorité. Celui qui a un vrai traumatisme, je ne rentre pas dans les statistiques, celui qui a un vrai traumatisme, ils n'arrivent pas à le soigner. C'est toi qui peux soigner le traumatisme. C'est par la Emouna. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin de médecin. Mais avant tout, c'est de voir que c'était pour le bien. De bonifier la chose. De bonifier. Si on ne bonifie pas, alors ça reste une tâche indélébile qui vient marquer mon présent en permanence. Le passé vient rendre amer tout mon avenir. Donc il faut le rendre doux. Ça aurait pu durer plus longtemps, c'est l'histoire de la chassa. Ouais. Hachem Chassalenu, il a accéléré le processus. On veut transformer le maror comme étant quelque chose de doux. C'est ça le médicament. Et d'ailleurs, le premier miracle que Hachem leur a fait après Kriyat Yam-Souf, c'est quoi? C'est que l'eau amère a été transformée en eau douce. Et nous disent les Mefarshim, Kol ha-machala shayu be-Mitzrayim, toutes les makot, vous n'aurez pas. Ça peut transformer en doux. Quel rapport machala? Pourquoi on doit avoir des machala? Pourquoi on doit avoir des machala? Marqué là-bas, Kol ha-machala shayu be-Mitzrayim, quel machala? Nous aussi, on a été un peu rendus malades. Ça nous a rendus malades, l'Égypte. Il faut rendre doux le amer. Ils ont mis une branche amère pour rendre douce l'eau amère. Kol ha-machala. Et il y a marqué là-bas, c'était, les Mefarshim nous disent, et ils ont appris là-bas des halachot pour recevoir la Torah. C'est une introduction Matan Torah. Vous connaissez cette paracha? Ouais, ils ont appris là-bas Kibud Avahem, ils ont appris Mishpatim. Vous connaissez cette histoire, non? Des eaux amères qui ont été adoucies. C'est pour recevoir la Torah. Hein. Il faut que le passé amer, pour l'interpréter avec plus de douceur. Alors tu vas recevoir la Torah comme étant un cadeau et pas comme un nouveau joug. C'est fini le passé amer. Maintenant, c'est une nouvelle destinée qui s'ouvre à nous. Même le passé, il était bon. Non? Kolamachala. Il comprend que le Gadol, finalement, c'est quelque chose de très. Il demande pour que le âme comprenne lui-même, qu'il arrive à faire lui-même. C'est ça qui me dérange, moi, c'est le. Abraham, il va dire. Abraham, il l'a pas vu, il n'aurait rien dit du tout, parce qu'il aurait compris très bien que même sans ustensile, ils grandissent de ça. C'est comme ça qu'on forme un peuple. Mais pourquoi? C'est que le peuple lui-même, il va pas. Non, mais c'est un symbole. D'où ils ont pu commencer à faire ce travail-là, qu'ils ont travaillé pour eux-mêmes là-bas, et que c'était une construction. C'est par le Rechush Gadol qu'ils ont commencé
qui pouvait méditer à cette chose-là et l'intérioriser encore plus et lui donne une dimension plus spirituelle que matérielle. Mais ça commençait par Rechush Gadol. Par rapport au Ham Israël, Bien sûr. pas ce qui lui arrive, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est que maintenant, on lui a annoncé quelque chose de tragique. Qu'est-ce qui l'a fait tenir dans la joie jusqu'à ces derniers jours? C'est que cette période-là, elle peut être soignée. Elle est soignée, cette période-là. Elle est même bonifiée, cette période-là. Donc, pour avoir vu, c'est très important parce qu'il a vu lui-même la bonté d'Hachem dans cette prophétie. Il incarne celui qui a compris la bonté d'Hachem dans la prophétie. C'est vrai parce qu'ils n'auront jamais compris. Ils mourront dans le délire parce qu'ils n'auront jamais su se détacher de la C'est pour ça qu'il a supplié Abraham. C'est important qu'il médite à ça comme étant un événement positif, puisqu'ils n'ont pas fait ça, justement. Tout le drame est venu par la suite. C'est très important, c'est fondamental. Pour véritablement sortir d'Égypte, être des hommes libres, il faut bonifier le passage qu'il y a eu avant. C'était fondamental. C'est intimement lié à la vraie liberté. C'est intimement lié à la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être libéré de ces traumatismes. Sinon, alors, il a noyé les Égyptiens, mais ça ne suffisait pas. Il y a eu d'abord la noyade des Égyptiens pour se libérer de la peur d'être rattrapé, mais après, il y avait les eaux amères qui aussi, les eaux amères sont devenues douces. Un machal au Maror, regardez, toutes les machalas, regarde tout le positif qui est sorti de là-bas, toute la douceur qui est sortie. Vous n'aurez pas les machalot, vous bonifiez tous les événements. Hachem essaie de les éduquer avant de donner la Torah. Et ils ne l'ont pas fait, bien sûr. Ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que c'est important pour Abraham Avinu, pour que la Géoula puisse venir au plus vite s'il est bonifié. Alors, on serait rentré directement en Eretz Israël. Et la Géoula, c'est où? Donc, si maintenant il n'y a pas de Géoula, c'est qu'on n'arrive pas à bonifier les traumatismes qui sont en nous et que l'homme Israël a en lui. C'est la Emouna, Bekitso. Tout ce qu'Hachem nous donne, c'est pour notre bien. Et c'est constructif. Chaval, si ce jour-là, il n'avait pas pris la moto. Chaval, chaval, chaval. On en meurt de penser pareil. On peut devenir fou avec des paroles pareilles. Si ce jour-là, il n'avait pas pris la moto. D'accord ou pas? Ça rend fou des mecs, ça. Ça rend fou des mecs. Baor Hachem, j'ai pris la moto. Adam Shaliar Kamoto. J'ai deux autres idées là.